Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h Greenwich Mean Time. Les chefs d'État ouest-africains ont décidé dimanche dernier au Ghana de suspendre le Mali de leur organisation sous-régionale commune après le double coup de force déclenché le 24 mai 2021. Bien qu'absent dans la salle de conférence le jour du sommet, le colonel Assimi Goïta s'est rendu samedi à Accra, ville hôte du sommet extraordinaire, sur invitation de cette même CEDEAO pour consultation. Au relais du titre de président de transition, reconnu la veille par la Cour constitutionnelle du Mali, le colonel Assimi Goïta, sans attendre les injonctions de la CEDEAO, a dit son intention de nommer dans les jours à venir un premier ministre issu du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, M5, RFP, qui avait mené pendant plusieurs mois de contestation contre Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka. Une exigence formulée par les dirigeants ouest-africains, tout comme la libération des anciens présidents et premiers ministres de transition arrêtés et poussés à la démission. La CEDEAO réaffirme la nécessité que la transition ouverte après le premier coup de force d'août 2020 est censée ramener les civils au pouvoir soit limitée à 18 mois et que des élections générales se tiennent comme prévu en février 2022. Une fois encore, et comme au terme de la rencontre entre les dirigeants ouest-africains et la junte, le 15 septembre 2020, le chef de la transition, le vice-président et le premier ministre de la transition ne doivent en aucune circonstance être candidats à la future élection présidentielle. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Sommet extraordinaire de la CEDEAO, coup de force validé, c'est une interrogation. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Professor Makantoni Akumbo. You're welcome. Thank you very much, Mr. Serge. It is a blessed evening, and I want to salute my family out there watching at me, and friends, and also the televiewers of Equinox TV. And I also want to salute my co-panelists with me, and I believe that this evening we are going to be discussing issues, in fact, concerning Africa, not just Mali, not just the rest of the CEDEAO, the ECOWAS, because I believe that the various issues that are happening presently in Africa do actually have, to an extent, a certain degree of mismanagement from within Africa as well as from outside of Africa. And like I always say, it is true, we must not always put blames on those who colonize us, yes, but we cannot refuse the fact that most of the countries in which, for example, France in particular has been present, is having a lot of problems. You see, I tend at times to ask this question: what is the difference with other colonial masters that actually do have stability, let me use that word, in their various colonies, or say former colonies, in comparison with France? Because if you look of recent in Chad, the president was killed by rebels. Oui, you come back to Mali, you discover that recently there are 2 coups d'etat that have taken place. You look through, there's so much problem. So what is happening? Oui, on va revenir. C'est pourquoi vous êtes là ce soir. En face de vous, Dr Dalvaris Goudou. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir mon copanéliste M. Anthony. Et je suis très heureux d'être là ce soir, de partager le plateau avec lui. Surtout que les thématiques que vous avez mises sur la table sont les thématiques qui sont cas d'école, qui devraient être étudiées dans les écoles de stratégie chez nous, oui, et qui ailleurs en réalité, les stratégies qu'un certain nombre de puissances implémentent en Afrique sont en fait étudiées chez eux, enseignées dans certaines écoles de guerre,
pas forcément ouvert aux étrangers. Et en principe, on devrait voir la réaction d'abord sur le plan international, sur le plan régional et sur le plan national, les implications, et voir comment essayer de prévenir ce type de comportement dans l'avenir. Donc pour dire que c'est vrai, c'est une actualité qui concerne le Mali, qui concerne d'autres pays, mais en réalité, la manière dont le colon agit là-bas n'est pas trop différente de la manière dont il pourra agir ailleurs. Voilà, je reste avec vous, Dr Ngudjo. Est-ce que vous pensez, vous faites partie de ces personnes-là qui pensent que la CEDEAO a manqué de fermeté vis-à-vis du Mali par rapport au sommet extraordinaire d'Accra? Très sincèrement, parce que là, moi, je pense plutôt que je suis agréablement surpris, plutôt de la capacité des jeunes leaders maliens à manier de la diplomatie de la CEDEAO. Parce qu'il faut bien avouer que, puisqu'en fait, les leaders de la CEDEAO, la plupart des personnes savent que la CEDEAO n'est qu'une filiale plus ou moins directe de l'Union européenne. Donc qui en principe, vous avez vu là, pratiquement sur la plupart des sujets, les leaders de la sous-région, les puissants de la sous-région, que ce soit par exemple le Sénégal, le Macky Sall ou alors la Côte d'Ivoire du président Ouattara, ils s'alignent pratiquement sur les instances internationales condamnées, pratiquement tout. Il y a eu des cas, vous vous rappelez, si nous prenons le cas de la Gambie et bien d'autres pays, la CEDEAO allait jusqu'à envoyer les soldats. Rappelez qu'à l'époque de la crise ivoirienne, la CEDEAO était en train d'envoyer les soldats aller faire la guerre contre le président Gbagbo. C'est jamais vu. Alors que nous ne sommes pas dans une zone de coup d'État, c'est-à-dire il y a élection, vous envoyez les gars faire la guerre, nous sommes dans un cas qui a coup d'État, vous faites la bouche. Moi je pense que les Maliens, très sincèrement, je suis agréablement surpris, puisqu'il faut bien comprendre que quand il y a eu le deuxième coup d'État contre le président de la transition, les Américains ont tracé la ligne. Ils vont quitter le pays, il y aura sanction de ceci, les soldats vont quitter, il n'y a pas de problème. La France a commencé à dire sanctions dans tous les sens. L'Union africaine, tout le monde a commencé à bavarder, surtout qu'il y a eu un coup d'État et le vice-président est devenu président. Ça veut dire vraiment tout était annoncé de très difficile. Les Maliens, ils ont gardé le calme. Il y a eu le sommet extraordinaire qui est organisé justement par le Ghana qui préside la CEDEAO pour le moment. Et moi, je pense qu'ils ont gardé leur calme et ils ont utilisé ce qu'on appelle la diplomatie parallèle. La diplomatie parallèle qui est différente de celle que nous voyons régulièrement. En plus, il faut bien comprendre que lors du premier coup d'État, il y a quand même des mesures très dures qui avaient été prises. La fermeture totale des frontières avec les pays environnants. Très difficile pour le Mali, qui est une nation de Hinterland, sans ouverture sur la mer. Les échanges commerciaux, vraiment, juste les produits peuvent exister, qui pouvaient rentrer au Mali. Pas plus, et pire encore les sanctions financières, parce que malheureusement, et c'est ce que je craignais particulièrement lors de ce sommet, malheureusement la plupart des États qui sont les ex-colonies entre guillemets de la France obéissent encore à cette monnaie, le franc CFA, que ce soit la BR avec le CIC à Yaoundé, que ce soit la BCR avec le CNG à Abidjan. Ça veut dire que quand on utilise ce levier financier, vraiment c'est une coup de massue importante. C'est une des choses qui a écrasé le président Gbagbo, puisqu'en fait, d'abord au niveau de l'assiette des compensations, c'est-à-dire les échanges internationaux, entrée ou sortie des devises, tout cela passe par la banque centrale. Et quand la banque centrale est contrôlée par la France, c'est-à-dire on ferme là-bas, rien ne sort, rien n'entre. Ça, c'est mauvais. Deuxièmement, et c'est très important pour chez nous en Afrique, une bonne part, dans la plupart de nos États, particulièrement francophones, le premier employeur, c'est l'État. Et beaucoup de familles, beaucoup d'employés attendent la solde à la fin du mois. Or, tous les soldes passent par la banque centrale, de la banque où il y a le compte de l'État, et le compte de l'État, la banque nationale centrale et les différentes institutions financières et bancaires que l'État utilise pour donner le salaire à ses employés, aux fonctionnaires. Ça veut dire que quand on frappe au niveau de la banque centrale, l'État est incapable de pouvoir payer les fonctionnaires s'il n'y a pas un plan alternatif qui est préparé. Donc moi, quand j'ai vu quand j'ai fait une rétrospection par rapport à ce qui s'est passé avec le dernier coup d'État, j'ai dit vraiment, si ces gars implémentent cela, ça va être très très difficile pour le Mali. Mais par contre, moi j'ai eu l'impression que l'équipe, vous avez vu le colonel Goïta, il a été assez astucieux, puis ça en fait, c'est vrai qu'officiellement on dit qu'il a été invité pour consultation. Oui, consultation. Mais dans la réalité, dans les ça veut dire quoi pour consultation? Peut-être parce qu'on met dans ce terme. Justement, c'est un peu... Plus, pratiquement partout, quand on veut délibérer sur votre camp, en principe, vous ne devez pas être là. Voilà. Vous ne devez pas être là, on ne peut pas taper. Ma question, est-ce que la présence du colonel Goïta à Accra, certes, les journalistes disent qu'on ne l'a pas vu dans la salle, mais il était là, la veille quand même. Mais le fait déjà qu'il ait effectué le déplacement de Accra, est-ce que ça n'a pas... Non, ça, moi je pense... Ça a impacté sur... Sérieusement, Serge Alain, je pense qu'il a rencontré le président Akufo. Il a dit, papa,
Voici la situation. La situation, il a décrit la situation au Mali. Et quand nous connaissons le président ghanéen, nous rappelons la dernière visite du président Macron au Ghana. Nous avons écouté le discours qu'il a fait devant Macron. L'avant, tout ce que les colonies font pratiquement dans la zone francophone, il était assez ferme là-dessus. Et tout récemment, je crois que c'est la semaine passée, lors du sommet pour l'économie africaine en Europe, justement en France, il y a une interview qu'il a fait chez vos collègues de France 24. Il était encore assez clair là-dessus, qu'il y a un certain nombre de puissances qui écrasent leur pays pratiquement. Et moi, je pense que le président Goïta a exprimé tout cela avec des éléments de preuve qu'il avait en sa possession. Il a dit, papa, voilà ce qui se passe. En tant que personne qui veut défendre votre nation, quelle est la décision que vous prenez? Je pense que ces éléments-là ont joué un rôle important par rapport à ce que nous avons vu là. Docteur Anthony, la CEDEAO qui décide de sanctionner politiquement le Mali et non plus économiquement, comme ça a été le cas en août 2020. Donc, du premier coup de force, on va le dire comme ça. Pourquoi cette façon de faire? C'est un coup d'État également, ce qui s'est passé la semaine dernière au Mali. Certainly, if you have to interpret the situation, there is one thing that you should have to withdraw from it. You will discover that after the pressure that came from the West and from ECOWAS, the group of colonels that took over from IBK actually decided to submit to a subservient position where they accepted and said, okay, we are going to see into it that we establish a transition leadership which will help bring democracy. But in relation to the working process, it seems as if some reasons why the first coup d'etat took place were still on play. If you have to interpret situations, you will realize that it seems as if the president, the transitional president, and the transitional prime minister were involved in other activities which were actually contradicting the position that was taken by the group of colonels that actually seized power earlier in 2020. And as a result of that, I want to say that Goïta was then the vice president of the transition with his military, because he said he sat there for the purpose of security. And don't forget that there was un peu comme au Tchad. Tchad can be a little bit different. Non, on nous a fait comprendre que maman, c'est le besoin de sécurité. Et voilà pourquoi le président de l'Assemblée nationale a dit qu'il ne pouvait pas. That he cannot. So when you look at the situation, you tend to start believing that to an extent there is a mismanagement somewhere, and coupled with there's so much insecurity, because if you look at it in Ivory Coast, the borders of Ivory Coast, there was a problem until people died. If you look at the situation in Burkina Faso, it all happens that there is jihadist rebel groups mounting up still. And so to one extent, I want to say Goïta and his guys decided to say no, this thing is going back off the table, so we need to make sure we keep it where it's supposed to be. There are a people who are thinking for their people. It is the military. The military has just one duty: to protect its citizens. We are in no way actually endorsing any form of coup d'etat. But already there was a coup d'etat. And if you look at it, the purpose of the coup d'etat was not to destabilize, but rather to maintain stability. I look at it like this. Ça réajustement. That is what I want to call it too. It is readjusting. Because things were going off balance. That to me is what I'm seeing. And I don't think that a military group who had taken power would just say, okay, people should take it. They did that out of goodwill. We are surrendering this thing into the hands of the military. I want to quote you a situation that happened in Ghana. When
somebody like J.J. Rawlings seized power from the former president before him. He seized it to stabilize the nation. When he thought he had done it, he handed it back to civilian government. When he handed it to the civilian government went off. He came back for another coup d'etat and took it, sat there, ruled for 20 years before Ghana is what it is today. And then he gave back power democratically. That does not mean that we are endorsing any form of coup d'etats, but it is a way to say that at times when civilian leadership seems to be going off balance, which we could cite situations like we are having one in our nation, there is need for balance to be brought in, adjustment to be done in order for stability to be maintained and for peace to continue. Merci. On va prendre la direction de Yaoundé. Nous attend Charlie Kenyé. Bonsoir Charlie. Bonsoir, c'est Jean-Autou. Bonsoir au grand frère d'Alvarez Boudjour. Bonsoir à tous les compagnons là-bas avec vous du côté de Douala. Consultant international, dites-moi Charlie Kenyé, pourquoi la CEDEAO est restée silencieuse sur la désignation du colonel Assimi Goïta comme nouveau président de la transition au Mali? Elle ne s'est pas prononcée là-dessus. Oui, vous parlez de quelle institution? Reprenez, je n'ai pas bien suivi la question. Est restée silencieuse sur la désignation du colonel Assimi Goïta comme président de la transition au Mali. Mais il faut savoir que ici, on ne peut pas parler facilement de désignation, vous comprenez un peu, parce qu'à la réalité, il y a une succession d'événements qui ont conduit l'arrivée au pouvoir du colonel Assimi Goïta. Vous êtes sans ignorer que nous sommes ici à un 5e coup d'État du côté du Mali, et depuis 1968 avec le coup d'État fait par le lieutenant Moussa Traoré sur Modibo Keïta. Donc, il y a une succession d'événements qui ont conduit à l'arrivée du nouveau président de la transition Assimi Goïta. Vous êtes déjà sans ignorer que à la réalité, ce monsieur n'était pas pressenti à être là-bas. Puisque lorsque les militaires prennent le pouvoir, il a décidé d'amener monsieur Bandao, le colonel Bandao, à la tête du pays. En principe, c'est lui qui était censé diriger cette transition-là. Mais par la suite, la charte de la transition n'a pas été respectée par ceux-là, la personne du colonel Bandao et monsieur Mokhtar, l'ancien premier ministre. Donc, il s'est donc vu récupérer les rênes de ce pays-là parce qu'il s'est senti trahi par ceux-là même en qui il avait fait confiance. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une sorte de désignation, mais on peut comprendre qu'il y a une succession d'événements qui ont porté aujourd'hui le colonel Assimi Goïta à la tête du Mali. Voilà, nous prenons la direction parce qu'il est là. Eric Yombi, bonsoir. Vous êtes à Ouagadougou, Eric Yombi. Aujourd'hui, le Mali a à sa tête le colonel Assimi Goïta, reconnu par la Cour constitutionnelle. C'était vendredi dernier, avant ce sommet extraordinaire de la CEDEAO à Accra. Aujourd'hui, Assimi Goïta, pour beaucoup de Maliens, c'est l'homme de la situation. Il réussit à fédérer toute l'armée malienne et même les civils. C'est le seul qui peut maintenir la cohésion du Mali? Non. Déjà, si on fait une lecture sécuritaire rapide de ce qui se passe au Mali en ce moment, je crois qu'il y a beaucoup de choses à redire en ce qui concerne l'armée et les soldats. Cependant, on peut noter qu'à l'heure où nous parlons, véritablement que les militaires font une sorte d'union sacrée autour de Assimi Goïta à l'heure où nous parlons. Mais bien entendu, il n'y a pas une union sacrée des autres forces sociales, à savoir les partis politiques ainsi que la société civile. Vous devez certainement savoir que c'est depuis vendredi qu'on savait, veille du sommet de la CEDEAO, qu'on savait que Choguel Maïga, le responsable du MPR, serait nommé Premier ministre. Vous savez sans doute
qu'également ce lundi, il y a eu, n'est-ce pas, la rencontre du M5. Certains leaders du M5, certains leaders, il faut le préciser, parce qu'il y a d'autres à l'intérieur du M5 qui ne sont pas totalement d'accord par rapport à la démarche qui a été faite aujourd'hui à Bamako, à savoir que les leaders du M5, parmi lesquels le nouveau Premier ministre Choguel Maïga, aille à la rencontre de l'important imam, l'imam Mahmoud Diko. Alors, donc, il y a eu une rencontre, bien entendu, aujourd'hui, entre Choguel Maïga, le nouveau Premier ministre, et l'imam Diko. Alors, vous comprenez qu'en réalité, après le mouvement qui a conduit, le mouvement populaire qui a conduit lui-même, n'est-ce pas, au coup d'État, il y avait une sorte, n'est-ce pas, d'antagonisme à l'intérieur du M5. Il y a donc eu cette démarche aujourd'hui qui visait, n'est-ce pas, à recoller les morceaux, à faire une sorte d'union sacrée des civils, afin que, constituant une force importante, bien entendu, cette union sacrée puisse, bien entendu, elle-même affronter les militaires. Donc, je peux vous dire qu'en ce moment, à Bamako, les militaires font une sorte d'union sacrée autour d'Assimi Goïta, mais nous voyons bien entendu, n'est-ce pas, les partis politiques se reconstituer, se reformer, ou avec même, bien entendu, l'appui de la société civile. D'ailleurs, il est annoncé à Bamako pour le 4 juin, c'est-à-dire vendredi prochain, une sortie de la population, du moins un rassemblement qui sans doute, n'est-ce pas, aura lieu à la place de l'indépendance. Et le détail que je vais vous donner, vendredi, ce n'est pas un jour donné au hasard. Vendredi, c'est le jour, bien entendu, de la prière du vendredi. C'est le jour où les imams, n'est-ce pas, peuvent chauffer à blanc les foules. Et s'il y a eu cette rencontre entre le M5 et l'imam Diko, c'est bien entendu parce que la base politique et religieuse de l'imam Diko est une base suffisamment solide, avec son mouvement qu'on appelle, n'est-ce pas, la coordination des mouvements, association et soutien de l'imam Diko. Un mouvement, bien entendu, qui comprend beaucoup de religieux et fidèles musulmans qui sont totalement acquis à la cause de l'imam Diko. Donc, ce que nous voyons en ce moment, c'est une population qui observe, c'est également une population qui sera à la rencontre, à la marche, au rassemblement du 4 juin. Ce sont des militaires qui font union sacrée, mais c'est également les partis politiques qui ont envie d'avoir une expression beaucoup plus importante parce que ces partis politiques ont été muselés au moment du coup d'État. Avant de sortir, je veux que vous nous donniez votre sentiment sur ces sanctions de la part de la CEDEAO, des sanctions politiques cette fois-ci et pas économiques. D'abord, Eric Gambie, qu'est-ce qui justifie cette option de la CEDEAO cette fois-ci après ce second coup d'État? Eric Gambie, d'abord. Alors, il y a deux éléments favorables par rapport, n'est-ce pas, à cette junte. Le premier élément, c'est la situation Covid. Les différentes économies de l'Afrique de l'Ouest sont des économies totalement fragilisées. Et bien entendu, il n'était pas question de fragiliser le Mali, ce qui fragiliserait également d'autres pays. Vous savez sans doute que le Mali est un pays qui n'a pas de façade maritime et que les échanges sont extrêmement importants entre le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et consorts. Donc, fragilisant économiquement le Mali, ce seraient bien entendu les autres pays de la sous-région, en l'occurrence la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qui seraient eux-mêmes fragilisés. L'autre raison, c'est sans doute, n'est-ce pas, l'entre-genre diplomatique du colonel Assimi Goïta. Il a été à Accra la veille du sommet, mais semble-t-il, on ne l'a pas vu lors des débats, avec bien entendu, n'est-ce pas, la présence des autres chefs d'État. Donc il y a eu un entre-genre diplomatique du colonel Assimi Goïta, et je pense que c'est cet entre-genre qui a fait en sorte que qu'on puisse plaider en sa faveur et que de toute façon ces sanctions soient purement politiques. Mais ces sanctions politiques sont également encadrées puisque la date du 22 février 2022 pour l'organisation des élections présidentielles, cette date est maintenue et avec d'autres précisions importantes selon ce que nous dit le communiqué. Ce communiqué dit en substance, le responsable de la transition, le vice-président, le premier ministre ne pourront pas se présenter aux prochaines élections présidentielles de février 2022. Charles Kenyé, pour vous, la présence du colonel Assimi Goïta, c'était pour tempérer les ardeurs de ses homologues ouest-africains, d'où des sanctions essentiellement politiques et pas économiques? Oui, mais à la réalité, permettez que je revienne sur les propos de mon cher ami Eric Yombi. Il faut savoir que
dire aujourd'hui que ce qui est en train de se passer du côté du Mali, que les mouvements de la société civile, les partis politiques ne sont pas en accord avec le colonel Assimi Goïta, moi je pense que ce serait trop précipité. Il ne faut pas tomber sous le coup de la manipulation. Je tiens à vous rappeler que j'ai été au Mali en 2015. Bien avant ce coup d'État-là, les populations maliennes, depuis lors, réclamaient le départ des forces étrangères sur le sol, à savoir des forces Barkhane. Mais justement, dans ces mouvements-là, il y a une forme de récupération politique. Les partis politiques se sont immiscés. En plus du départ des forces étrangères, ils ont réclamé le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et on risque de retomber dans les mêmes schémas avec ce qui est en cours là. Parce qu'au même moment, il vous dit qu'il y a des rencontres entre le M5 et l'imam Mahmoud Dicko. Au même moment, je vous dirais qu'il y a de cela quelques jours, il y a une grande manifestation à Bamako, justement, de soutien à l'armée malienne, aux forces armées maliennes, où les images du colonel Assimi Goïta ont été pancartées dans toute la ville de Bamako. Il faut également rappeler que aujourd'hui vous avez un vaste mouvement anti-français qui soutient fortement l'homme fort du Mali actuel à la personne du colonel Assimi Goïta. D'ailleurs, les récentes manifestations qui ont eu lieu à Bamako réclamaient justement une nouvelle coopération Mali-Russie. Donc, c'est de ça dont il est question. Ne tombons pas dans le jeu de la manipulation. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui au Mali, c'est une guerre entre l'Europe et l'Asie, justement entre la France et la Russie, qui est en train de se déporter en territoire malien. Et dans ce jeu-là, on manipule alors, on joue sur les formations politiques pour contraindre certains partis à pouvoir se rebifer. C'est de ça dont il est question. Donc, n'entrons pas dans ce jeu politique. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'est-ce que veut les militaires arrivés aujourd'hui au pouvoir. Ils ont dit clairement que ce qu'ils veulent, c'est essayer de porter haut les intérêts du peuple malien. C'est vrai que bien avant que les militaires qui sont arrivés l'ont dit, mais est-ce qu'aujourd'hui ils vont rester dans la perpétuité de leur combat? Ça, c'est la question. Mais il faut également faire savoir que la jeune militaire qui arrive aujourd'hui et qui a expulsé ou alors retiré l'ancien président Bandao et son premier ministre, c'est tout simplement parce que ceux-ci, contrairement à la charte de la transition, avait décidé d'écarter les colonels de ce gouvernement sous les ordres de Paris. Ça, il faut le dire, sous les ordres de Paris. D'ailleurs, il avait été confié de mettre en main les achats d'armes qui sont en train d'être négociés entre la junte militaire et le gouvernement russe. Parce que, dites-vous bien qu'ils ont reçu un premier stock d'armes qui sont arrivés au niveau du camp militaire de Kati. D'ailleurs, le général Khalifa Bougou était récemment là-bas pour inaugurer ces armes-là. C'est pour dire qu'il y a un jeu stratégique qui est en train de se faire là-bas. Ne tombons pas dans ce piège-là. Pour revenir à votre question, à savoir le départ ou alors l'arrivée du colonel Assimi Goïta du côté de la CEDEAO, mais vous pensez que nous sommes là dans le ballet diplomatique, c'est-à-dire qu'il est de bon ton pour lui, nouvellement arrivé, d'aller déjà expliquer ses raisons à ses pairs. Parce que dites-vous bien qu'il sort d'un deuxième coup d'État. Il y a un premier qui a été manqué. Il y a un deuxième, donc il y a un premier qui a été fait. Il a nommé un président de transition où il était vice-président. Il a décidé après de venir résident. Il faut au moins qu'il explique ça à ses pairs de la sous-région. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mais bien plus encore, il faut comprendre que lorsqu'il arrive là-bas, il arrive dans un contexte précis. Et je pense que mon grand frère d'Alvarez Goudou vous le disait tout à l'heure sur ce plateau. Lorsqu'on parle de la CEDEAO, on vous parle de 15 États, parmi lesquels vous avez 8 États qui appartiennent à la zone franc, donc forcément contrôlé par la France. Ça fait mal de le dire, mais c'est la réalité. Vous avez 5 États anglophones et vous avez 2 États qui sont lusophones. Dites-vous bien que les États, justement, qui sont ou alors qui constituent le précaré français ont reçu des recommandations de Paris, à savoir nuire au colonel Assimi Goïta. Mais ce monsieur arrivé là-bas, il arrive avec la posture d'un homme qui vient dire non, je suis dans le respect, dans la continuité de ce qui avait été prévu. Donnez-moi juste la latitude de pouvoir travailler. Voilà pourquoi, dans le contexte actuel sanitaire, il était impossible justement pour la CEDEAO de sanctionner économiquement ce monsieur parce que ce n'est pas économiquement, c'est pas possible. Ce serait très difficile pour ce pays-là. Mais politiquement, lui, merci Charles Guénier, qui en réalité sont de moins de... est rentré dans la danse et menace de se retirer du Mali. Et le président Macron dit exactement ceci: Paris ne resterait pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition. Emmanuel Macron. Très sincèrement, cela nous fait sourire. D'abord, je salue notre ami Eric, qui est à Ouagadougou, pour les bicyclettes. Et notre ami Charlie qui est depuis Yaoundé. Exact. Je dis sincèrement, cela nous fait sourire.
ils disent qu'ils doivent partir. Mais qu'ils partent. Les Maliens disent partez tous les jours. Même demain, ils vont manifester. Ils disent que vous partez, vous les Français. Vous dites que vous menacez de partir. Enlevez vos soldats. Puis c'est ce qu'ils veulent depuis. En réalité, c'est votre présence qui a empiré la situation. Puis ça fait depuis les années que les Français sont là. On a comme l'impression qu'au fur et à mesure qu'ils mettent long, ça va de mal en pire. Et toutes les manifestations... Ils étaient célébrés, hein. À l'entrée, puisqu'on se disait qu'ils étaient la solution au problème. Mais on se rend compte que non seulement ils sont la cause du problème, mais ils empirent le problème. C'est quoi je dis, justement au niveau de la CEDEAO, je pense que certains leaders africains comprennent déjà les jeux. Parce qu'il faut bien voir, la CEDEAO en réalité, je pense, forcer une porte qui était ouverte. Quand la CEDEAO dit comme condition, d'abord les sanctions politiques, ça ne veut rien dire. On vous a suspendu, mais ça ne veut rien dire. Puisque quand on dit, dans les sanctions, quand on vous a suspendu, que vous ne pouvez pas avoir le droit de vote. Mais vous votez d'abord pour faire quoi? Puisque vous avez des problèmes. Non, le colonel Assimi Goïta ne va pas assister aux conférences, effectivement, au sommet des chefs d'État, la conférence des ministres, les ministres maliens ne vont pas assister. Pourquoi il fait? Voilà. Mais il reste justement au pays travailler, puisqu'on a plus besoin de là-bas. Oui. Ça, quand les gars disent que il faut nommer un premier ministre civil, mais ils ont déjà dit ça, le premier ministre doit être civil. Oui. Et ces gars même ne voulaient pas le pouvoir, parce que quand ils ont fait le coup d'état, ils ont mis les civils au pouvoir. Mais les civils sont allés trahir tout à la France. C'est ce qui les fait revenir au pouvoir. Quand on dit que vous devez respecter la... Ils ont dit qu'il y a une durée de transition. Ils ont dit effectivement qu'il y aura les élections en février et ils vont partir. Ça veut dire que tout ce que... C'est sûr. C'est ce qu'ils ont dit jusqu'à présent. Mais je pense qu'ils ont quelques mois devant eux pour au moins implémenter. On peut quand même les juger. On joue le morceau au pied du mur. On ne peut pas les juger sur les intentions. Effectivement. Ouais. Maintenant, justement, je crois, il y a un de les... Je parle, le conseiller juridique même du colonel Goïta disait qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et ça, c'est vrai pour le Mali. Il y a beaucoup de travail à faire et normalement, ils devraient pouvoir le faire dans cette durée-là, jusqu'en février. Mais qu'est-ce qu'ils passaient en réalité? Ils pensaient faire une nouvelle constitution, passer un référendum. C'est vraiment un chantier très titanesque. Mais maintenant, s'ils le font et qu'ils dans les élections et qu'ils passent la main vraiment au civil, je pense, en plus, c'est les colonels, ils sont censés rentrer en caserne. Ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient même avant même. À partir du premier coup, les avaient dit que c'était pas pour se représenter. Si vous êtes la tête d'une transition, vous ne pouvez pas organiser les élections, vous allez représenter. Et rentrons sur la France, ces gens-là, ça fait sourire. Mais partez, puisqu'en fait, les Maliens sont dans la rue tous les jours, demandant aux Français de partir. Et vous avez vu, quand ils ont fait les menaces, les Américains ont fait les menaces, les leaders de la CEDEAO, ils ont compris pour la plupart qu'en réalité, ces gars, si c'est pas des personnes bizarres. Laissons-le, donnons-leur une chance. Plus en réalité, c'est vrai que j'apprécie beaucoup le point de vue de mon ami Eric qui parle du Covid. C'est pas une question du Covid. Puis au premier coup d'été, il y avait le Covid. Et quand il y avait le Covid, vous avez vu, les gars, ils étaient fermes. Hein? Ils ont fermé le Mali, coupé le Mali du monde. Ils s'en foutent. Le Covid était même plus dangereux que maintenant. Nous-mêmes ici, comme vous savez, on était assez prudents. Maintenant, là, il y a un peu un relâchement. Donc, pour dire, moi, je ne pense pas que c'est pas une question de Covid. C'est quand Assimi Goïta a expliqué en diplomatie parallèle au président ghanéen, à certains proches, il a dit, voilà la situation. Qu'est-ce que je dois faire? Et je pense qu'ils ont pu passer parce qu'il n'y a aucune sanction sur le Mali. Il n'y a aucune sanction. Je vais prendre quelques cas. Ici au Cameroun, d'où la thématique, on a légitimé, la CEDEAO a légitimé le... Oui, pratiquement. Parce que, figurez-vous que dans le communiqué de la CEDEAO, on ne fait même pas allusion au fait qu'Assimi Goïta a pris le pouvoir. Il n'y a pas question de coup d'État. Hein. On dit, mais comment un vice-président devient président? Et la Cour constitutionnelle l'a double. Il n'y a même pas ça dans le communiqué. On dit seulement, Premier ministre civil, organiser les élections, c'est là, et c'est tout. Rentrer à la maison, tout est OK. Mais c'est quoi là? Ils ont toujours la signature dans les comptes du Mali, à la Banque centrale. Ça veut dire qu'en réalité... le Ghana et certains responsables de la CIA ont compris que vraiment, soutenant le Mali qui est en difficulté, les sanctions n'aideraient pas le Mali. Ils seraient plutôt en train de jouer le jeu du colon. Puis c'est pratiquement dans la même journée que Macron dit qu'il doit enlever ses soldats. Quand donc il enlève. Mais curieusement, justement, là, c'est la géostratégie. Quand Macron dit cela, il y a des attentats. Hein. Il y a des gens qui sont morts au Mali, là, au Niger, la pratique. C'est comme s'il avait envoyé un message... et que les gens ont réagi par rapport à cela. Donc, on peut dire que s'il quitte, ça va être le chaos. En fait, il y a même des gars du Parlement, puis c'est les gars du CNT. Il y a des gars, celui qui organise même le mouvement pro-russe, anti-français, il est au Parlement. C'est-à-dire, il fait partie de la transition. Or, il y a de cela quelques temps, quand l'ancien président Bandao était au pouvoir, toutes les manifestations contre les Russes, pour les Russes contre la France, étaient interdites. Il y avait même les noms, il y avait même les morts, parfois 2 morts, il y avait les coups de feu. Mais maintenant, les manifestations sont autorisées. Cela montre clairement qu'en fait, le message est clair. On veut que, en fait, la plupart des Maliens aujourd'hui veulent que les Français partent. Ça fait 60 ans qu'ils sont là. Tous les coups d'État où la plupart, ils ont eu un rôle à jouer là. Il n'y a pas de résultat. Ils veulent essayer autre
autre chose. Et surtout avec le ministre de la Défense, quand même, l'expérience qu'il a eue en Russie, il a quand même fait 3 ans. Et quand vous faites 3 ans à l'Institut du Drapeau Rouge à Moscou, mais vous sortez avec une certaine formation. Si vous ne voulez pas le mettre au service de votre peuple, c'est une volonté à vous. Mais ailleurs, beaucoup de gens, pour ceux qui connaissent même les grandes lignes de la diplomatie russe, la Russie, c'est pas un pays qui va occuper, c'est le plus grand pays du monde. Ils sont pas nombreux, ils sont même pas 200 millions. Ça veut dire, en réalité, il y a des stratégies, par exemple, il y a des politiques qui sont implémentées en Russie par le colonel Poutine pour inciter les Russes à coucher. Puis quand vous allez, par exemple, aujourd'hui, quand vous êtes en Russie, quand vous allez en Sibérie, vous installez, l'État vous donne, je crois, c'est 5 hectares gratuits, on vous donne de l'argent, tout. On continue, on vous donne là-bas. Parce qu'ils veulent occuper le terrain, ils n'ont même pas vocation à ce que leur population sorte aller occuper les pays d'autres personnes. Okay. Vraiment, nous pensons que les Maliens veulent une autre personne morale en dehors de la France. Docteur Macantoni, la France qui menace de se retirer. Quelles conséquences pour le Mali? They have been in Mali for 75 years, colonial masters, then 60 years being there as new colonial masters still, and there's no evidence of their presence there. So why should they be there? I think that is not a threat. That is just, in fact, somebody who is frustrated and struggling to say, okay, we are going to leave, but we will pray that France should actually leave out of Africa, not only Mali. The presence of France in Mali is one of the greatest errors that ever happened in modern times. I am surprised that we are talking even about the issue of je vais retirer mes. It is strange. They were supposed to have withdrawn them. We don't need foreign military in Africa. Even though we are hearing of presently Malians want Russia to come in, but all that is not needed. We don't need foreign intervention in Africa. But we also need that Africans should get to the place where they start thinking for Africa. I am in one way or the other endorsing Goïta as an individual with a mindset of wanting to fight for his people. In the sense that if you look at his moves, in the first place, he said, okay, we are pushing out the president from power, we take over and then we give it to a civilian. He did that. We need to maintain security with our presence. Then he stays as vice president. That is proof that he is not interested in the power. Then it all goes off again. You see situations happening which were not supposed to be happening. The same civilian government which was supposed to be protecting the people are willingly allowing some people to die after during manifestations. Normally, a person who thinks for his people will say, no, this needs to stop. You see, if I was the one, I would take the very steps of J.J. Rawlings. Meaning, as Goïta, I will hold that nation, re-establish a new constitution, put stringent institutions which will curb any form of tout ça est possible avant février 2022. They must not get down during that avril 2022. They must not. It is just a trial period. Oui. And since there is much to be done, you can't claim that in few months from now they are going to do, because in 2020 when they took power, at least if they stayed there, they would have done that in that particular period of time. Okay. Just a minute. After the news. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Sachalan, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons d'une énième grève des Camerounais atteints d'insuffisance rénale dans la ville de Yaoundé. Ils ont bloqué la voie publique afin de manifester leur désarroi face aux difficultés qu'ils rencontrent pour effectuer des séances de dialyse sur les pancartes que vous allez voir dans un reportage réalisé à Yaoundé. Ils affirment qu'ils sont plus d'une centaine de malades pour à peine 10 appareils disponibles pour effectuer ces séances de dialyse, et cela perturbe énormément leur capacité à pouvoir faire face à cette grave et dangereuse maladie. Nous parlerons également dans le journal de 20h des abus sexuels qui se multiplient sur des mineurs qui se retrouvent en train d'effectuer des travaux nocturnes et qui les exposent à des prédateurs sexuels. Vous verrez comment à Babadjou, un homme en tenue est accusé
d'avoir abusé d'un enfant de 13 ans. Nous en parlerons dans le journal de 20h. C'est une nouvelle annonce sur le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Une date est même avancée, le 17 juin 2021, alors que ses partisans souhaitent un retour triomphal. Le pouvoir en Côte d'Ivoire souhaite que cela soit fait dans la discrétion. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel du 20h que va vous présenter dans un instant Cédric Nouffelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Une page de pub.